Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous les amis, bon dimanche. Avant d'aller faire le marché, je sais que vous aimez bien écouter et avoir parfois des conseils. Et alors là, justement, notre invité du jour, c'est quelqu'un qui vous conseille toute l'année à travers les pages d'un beau magazine qu'on va fêter. Parce que d'ailleurs, on aimerait savoir comment se porte la presse magazine en qualité de cuisine et de gastronomie. Eh bien, Ève-Marie Zizalalu est avec nous et dans une seconde, elle va nous répondre. Bonjour Ève-Marie. Bonjour Vincent. Alors tout à l'heure, vous resterez avec moi, Ève-Marie. Je vous ai capté là pour un bon moment parce que nous aurons Renan Evin qui est le patron de Gustatif et Solidaire. Il s'agit de fruits et de légumes et il est aussi associé à l'opération Les Gueules Cassées. Vous connaissez forcément. Oui, bien sûr. Tous ces légumes et ces fruits qui sont moches mais qui sont tellement bons. Bah, c'est génial. Il faut à tout prix les valoriser. Il ne faut pas les laisser dans leur coin. Et puis en fin d'émission, mais ça c'est pour plus tard, on découvrira un autre genre de fruits. Il s'agit des fruits du raisin. Puisque l'Union de la sommellerie française a un nouveau président. Quoi ? On ne m'a rien dit ? Ben si, justement, depuis cette semaine, il y a un nouveau président qui succède à notre collègue, je dis collègue parce qu'il est sur Sud Radio, Philippe Forbrac, qui a remis son mandat. Et vous découvrirez tout à l'heure le nouveau président des sommeliers français. Mais d'abord, on s'occupe de Presse Magazine. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Ève-Marie Zizalalu, vous êtes la directrice de la rédaction du magazine Régal. Tout est dans le nom. Régal, oui. Un cri de gourmandise. Absolument. Alors c'est drôle parce que je me suis tout d'un coup demandé, parce que beaucoup pensent, ceux qui s'intéressent à l'étymologie, ils se sont dû dire régal, régalien, ça doit venir de royal. Pas du tout. C'est vraiment se régaler, ça vient du fait de se faire plaisir ou faire plaisir aux autres. Donc c'est ça votre baseline, comme on dit ? Oui, exactement. Et alors en italien, en espagnol, regalo, c'est un cadeau. Donc ça va bien ensemble aussi. Voilà. Donc c'est un cadeau que vous offrez effectivement mensuellement à tous vos lecteurs et vos lectrices. Effectivement, la gourmandise est au cœur du projet éditorial. Et on travaille aussi bien en termes de recettes, c'est-à-dire que la gourmandise est au cœur de chaque recette, mais aussi dans l'esthétique et l'image. Parce que ce qui porte une recette, c'est évidemment aussi l'image. Je dis souvent, l'œil fait une promesse qui doit être tenue en bouche après. Exactement. Donc c'est ce qu'on essaye de faire à chaque numéro et on travaille pour ça avec des stylistes, des auteurs stylistes. Et des beaux photographes. Exactement, des photographes talentueux. Et donc on n'achète pas, ou alors très très peu à la marge en photothèque. Et ça c'est très important parce que un certain nombre de nos concurrents achètent en photothèque. Et ça n'a rien à voir. Parce que là, on compose les sujets ensemble. Et donc, c'est totalement exclusif. Et on aménage sur chaque sujet. Par exemple, là, on a un sujet sur les tiramisu dans le prochain numéro sur mai-juin. Vraiment magnifique, où on travaille sur les fonds, sur le côté poudré, puisque le tiramisu, chaque tiramisu, évidemment, c'est une variation sur la poudre. Il y a 3 niveaux. Il y a la crème, il y a le biscuit imbibé et il y a ce niveau de poudre qui peut être aussi bien donc cacao que de la poudre de matcha vert. Donc tout ça, c'est un ensemble de nuances qui doit être appétissante au moment où on voit la recette et qui est une incitation à passer en cuisine. Très important ce que vous dites, Ève-Marie, parce que lorsqu'on réfléchit même à l'édition de livres de cuisine, il y a beaucoup d'achats aussi, soit carrément de livres que l'on remet, que l'on traduit et que l'on remet un peu au goût du jour, soit d'iconographie que l'on va chercher, et souvent dans des pays qui n'ont pas du tout les mêmes cultures culinaires. Il y a eu des grandes collections à partir de photos allemandes. Moi, il n'y avait pas une photo qui me donnait envie. Bah non, ça ne parle pas. C'est vrai que chaque pays a son approche de l'image culinaire. Et après, il y a aussi des styles. C'est-à-dire que nous, on est dans ce style-là, mais par exemple, le grand succès de Simplissime, en librairie, je veux dire, chez les éditeurs, mais aussi en presse, c'est une approche totalement différente, très basique. C'est le minimalisme. Donc, chacun a son style et ça raconte une histoire différente chaque fois, quoi. Mais tant mieux d'ailleurs, parce que vos fans, ils sont souvent multifans, ils achètent plusieurs magazines et ils vont y chercher ce qu'ils savent y trouver. Alors justement, on peut citer les grands concurrents que sont évidemment Elle à table, que sont Saveur, par exemple. Cuisine et Vin de France. Cuisine et Vin de France, bien sûr. Alors, quelle est votre différence ?
Qu'est-ce qui est marquant chez Régal? Alors nous, donc je le disais déjà, le travail sur la recette. Ensuite, on a la dimension de la saisonnalité, du local. Très important. Bien sûr, très important. Il y a toute une partie du magazine qui s'intéresse aux produits, mais qui va vraiment dans le détail. Et puis, on va évidemment à la rencontre des producteurs, des artisans. On a des reportages qui sont très fouillés. Je pense que parmi les magazines de presse culinaire, on doit être celui qui va le plus loin dans, en tout cas en termes de volume et dans l'écriture, parce que donc vous n'êtes pas encore sur ChatGPT, vos journalistes. Je suis extrêmement attachée. Bon, ça vient sans doute de mon passé, mais j'ai ancienne prof de lettres. J'ai besoin d'un texte bien écrit, qui porte, qui inspire, et puis avec une aventure. On raconte une histoire chaque fois. C'est pas juste quelques adresses qu'on va donner. C'est pas un guide. C'est vraiment un reportage où on accompagne le lecteur aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc, vous diriez que c'est en fait presque un livre de cuisine et d'univers de la gastronomie, mais mensuel. Bimestriel. On est tous les 2 mois. Bimestriel, c'est vrai, ça me semblait tellement... Heureusement que c'est pas tous les mois, parce que... Ah ouais, ça serait pas jouable? C'est une telle intensité. Après, on pourrait être plus, mais c'est vrai que, on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière, mais c'est vraiment intense. Si on le voit, parce que tout est fouillé. Enfin, j'ai rien à laisser. Voilà. C'est fouillé, et il y a beaucoup de contenu, et c'est ce que nous disent les gens quand ils parlent du magazine, ils disent mais c'est vraiment très très riche, quoi. Et oui, c'est vrai, c'est un magazine très riche. Si le magazine est très riche, ça veut dire que ceux qui le font ne le sont pas. Parce qu'ils mettent tout ce qu'ils ont dans le magazine. Pour la modique somme de 3,95 €. Et ça aussi, c'est précieux. Voilà, je tiens à insister dessus parce que nos concurrents ont monté leur prix. Sont vraiment ont des prix plus élevés que le nôtre. Et vous avez serré les marges. Voilà, on a tenu à rester à ce prix-là. On a changé. On avait des fiches papier qui étaient sur un papier un peu plus cartonné, plus épais. On a dit on va mettre un papier. Tant pis, on change, on enlève ce papier-là. Et on a réussi à tenir ce prix-là. Et tant mieux parce qu'on sait qu'avec le pouvoir d'achat aujourd'hui, il faut faire un geste, quoi. Alors, peut-être ceux qui nous écoutent se disent, mais pourquoi tout d'un coup il a envie de faire venir Régal à Sud Radio, Vincent Ferniaud? Eh bien, parce que Vincent Ferniaud, il a suivi l'actualité et vous avez remporté, pour la 5e fois, si je ne m'abuse, une étoile à la soirée de l'ACPM. C'est quoi l'ACPM déjà? Alors, c'est l'Alliance pour les chiffres des médias et de la presse. D'accord, donc c'est une sorte d'observatoire de tous les médias. De la diffusion, c'est ça, exactement. Et nous, on a une étoile pour la meilleure progression de la diffusion en 2022 versus 2021. Ça, c'est ouf, ça, parce que j'allais vous dire, mais la presse papier, ça va? Enfin, le magazine? C'est dur. On est dans un marché baissier. Donc là, on tient à une moyenne de 200 000 exemplaires par numéro, avec un beau, une belle partie d'abonnés aussi, bien sûr. Et des fidèles. Et puis, on a quand même fait plus 3500. Je vais pas me tromper. Non, pardon, 5000, qu'est-ce que je dis? C'est tellement hallucinant 5300 que 5300 exemplaires. Mais oui, alors, comme ça, alors, ça comprend le numérique. Mais quand je dis, c'est pas les sites, c'est parce qu'on a aussi un site internet. Non, c'est l'abonnement numérique. C'est l'abonnement ou l'achat numérique au numéro. Voilà. Ok. Et justement, alors, dans ma question, il y avait un petit peu ça qui était en filigrane, c'est si la presse papier, c'est dur, est-ce qu'elle se fait grignoter par le digital? Enfin, et vous, quelle est la répartition en définitive? Alors, on est présent aussi sur le digital, mais aujourd'hui, c'est pas encore notre grande force. Non. Et vous aimez bien en plus avoir un magazine entre les mains. Mais oui, c'est sûr que. Et après, il y a la preuve, les lecteurs sont intéressés aussi. Donc, je pense que c'est pas la même démarche. On va sur le digital quand on a en tête, on se dit tiens, j'ai envie de faire, je sais pas moi, je veux à tout prix faire un coulibiac de saumon. Bon, vous allez aller chercher et puis il y a plein d'occurrences qui vont monter. Mais en revanche, quand vous êtes dans une démarche d'inspiration et vous dites tiens, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de m'inspirer. Et là, vous allez feuilleter un magazine et aller piocher et puis même aménager, évidemment, adapter la recette, ce qu'on fait toujours d'ailleurs. C'est pas couler dans le marbre une recette. Bien sûr, mais enfin, il y a quand même des bases un peu inamovibles. Surtout en pâtisserie. Oui, surtout en pâtisserie. Parce que mais en cuisine, c'est on peut adapter. Heureusement, on peut adapter. Enfin, je veux dire, surtout quand on parle d'ingrédients un peu pointus, on peut les remplacer, évidemment. On n'est pas à une herbe près, quoi.
Bon, alors, si vous allez faire votre marché là dans 10 minutes, après, enfin dans 3 quarts d'heure après l'émission, vous pouvez feuilleter évidemment la presse magazine et particulièrement Régal ce matin pour vous donner des idées. Et puis après, le marché fera le reste. Hein, les beaux légumes, les beaux morceaux de viande, les beaux poissons, vous les trouverez certainement à votre goût. Restez avec nous, on est avec Ève-Marie Ziza-Lalu, la directrice de la rédaction du magazine Régal. On se retrouve dans 1 minute. Ça va passer très vite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ce matin, mes amis, avant d'aller faire le marché, on s'intéresse à la presse magazine. Oui, une fois n'est pas coutume, à la radio. La radio s'intéresse à la presse magazine. Et évidemment, une certaine presse, hein, pas trop généraliste, quand même axée sur la cuisine, les produits, l'alimentation. Et nous sommes avec la directrice de rédaction du magazine Régal, Ève Ziza-Lalu, qui est avec nous ce matin et qui m'a, alors là j'étais assez flatté, apporté en avant-première le numéro qui sort dans quelques jours là. Oui, il sort mercredi prochain. Mercredi, génial. Il est tout frais, il est arrivé ce matin au bureau et je suis venue avec. Ah bah, vous dites qu'il est tout frais, ça tombe bien parce que j'ai ouvert au milieu comme ça, au hasard, je suis tombé sur un article de la cuisine du fromage frais. Oui. Hein, c'est vrai que ça sent le printemps, quoi. Ah, exactement. Donc on a un très bel article sur un sujet recette avec à partir de fromage frais, donc la brousse, la feta, la mozzarella, je vais y arriver, stracciatella. Donc c'est vraiment l'idée de mettre de la fraîcheur dans la cuisine avec tous ces fromages. Après on a un très beau sujet, on s'est attaqué au piment. Alors oui. Voilà, un sujet un peu clivant. Hein. Oui, mais justement. Mais jeune en même temps. Oui, et puis l'idée c'était de montrer toutes ces nuances parce qu'on a toujours tendance à se dire le piment ça enflamme, ça va nous arracher. Bon, en fait, c'est pas le cas si on sait bien le maîtriser. Ouais. Il y a toute une gamme de piments incroyables. Par exemple, le piment padron. Ouais, j'adore. Il est assez doux. Juste frit comme ça, enfin à la poêle, avec un peu d'ail ou pas et huile d'olive. Voilà. Tout à fait. Ah non, quelle merveille. En apéritif, c'est mieux que les cacahuètes. Exactement, plus sain aussi. Et puis on donne des trucs et astuces pour limiter le feu du piment aussi. On peut les cuisiner dans du lait. On peut exactement, ça va atténuer un petit peu déjà leur enlever force. les graines et tout ce qui est blanc à l'intérieur. Ou alors ne pas l'ouvrir et à ce moment-là, les graines ne vont pas faire leur effet. Effectivement, ne pas infuser dans le sauce ou le jus. Voilà, exactement. Et donc on a ces 2 très beaux sujets. On a un sujet tiramisu dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis on a 2 reportages. Donc un reportage à Toulon. On met en valeur cette ville qui est en pleine renaissance. Ah ouais, génial. Vraiment sur tous les plans et sur le plan culinaire aussi. Donc on a rencontré un certain nombre de chefs, d'artisans, des pêcheurs évidemment. Et puis on est allé voir le fameux Raymond, alors qui lui est plus au lavandou, mais sur la fameuse bouillabaisse, c'était sublime là, qui est servi dans des grands plats en liège, qui font toute la tablée. Donc voilà, on s'est fait plaisir. Et on est parti en Italie aussi. Ah, alors, vous avez poussé la Côte d'Azur jusqu'à l'Italie. Alors, c'est intéressant parce que en 3 mots, vous nous avez donné un peu le paysage et peut-être le particularisme de Régal. Moi, j'ai envie de dire, évidemment, très axé sur le produit, avant même la cuisine. Hein. C'est-à-dire vraiment aller identifier les beaux produits. Vous savez à quel point moi, j'y suis sensible, presque plus qu'à la cuisine, la qualité du produit. Mais aussi ce côté régional, c'est-à-dire vraiment se balader partout en France et aux frontières, et même parfois au-delà. Et puis, évidemment, la cuisine pour mettre en œuvre tout ce que vous avez découvert comme produit, avec toujours de la diversité et de la saisonnalité. Oui. Et puis, il y a aussi la partie consommation qui est importante, il ne faut pas l'oublier. On a toute une partie que j'ai appelée course en tête, avec là, une enquête sur le vinaigre balsamique. Oui. Donc, c'est bien parce que les gens doivent être conscients de ce qu'ils achètent aussi, comment choisir en grande surface ou en épicerie fine. Et là, donc moi, j'étais justement partie en Italie à la découverte d'une Nacetaia, donc une vinaigrerie à Modène, enfin tout près de Modène. Oui, donc la région qu'il faut. Exactement, la région du DOP, mais qu'on appelle l'AOP en France. Et donc, ça permet d'expliquer toutes ces phases qui donnent naissance à un vrai vinaigre balsamique qui doit vieillir au moins 25 ans. Vous voulez parler du traditionnel, celui vraiment qui exactement. Est... Oui, il y a l'AOP, il y a l'IGP. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Non, mais l'italien, c'est pas facile le dimanche matin. Je parle italien, mais c'est parce qu'on est le dimanche. On sent que vous avez eu une soirée très tardive hier soir.
Tradizionale. Voilà, ça y est, je le tiens. Bon, voilà. Et puis, donc c'est intéressant d'avoir aussi cette dimension enquête. Sur le précédent numéro, en mai-juin, on est allé voir, on a travaillé sur le cacao durable. Et là aussi, vous dites manger, c'est voter. Et là, effectivement, c'est ça aussi. C'est quand on choisit un produit, on fait évoluer les choses. On fait évoluer les choses au niveau de la planète, au niveau du travail des agriculteurs, quoi. Donc, c'est gentil de citer manger, c'est voter pour ceux qui ne savent pas, parce que je le vends pas en général, mais c'est effectivement mon émission avec les sénateurs sur Public Sénat, où je les emmène dans leur terroir. Mais moi aussi, je me balade un petit peu, justement. Et c'est comme ça qu'on lit la presse magazine dans les TGV qui nous mènent à travers la France. Ève-Marie, on parlait de saisonnalité. C'est super important. Évidemment, ça sous-tend cette espèce de rythme saisonnier que l'on trouve dans votre magazine. Eh bien, il y en a un autre qui est obsédé de saisonnalité, à qui j'ai voulu passer un coup de fil ce matin. C'est Renan Évin. Bonjour Renan. Bonjour Vincent. Renan Évin, l'homme qui prétend que les garçons naissent dans les fraises et non pas dans les choux. C'est un peu ça, hein? Mais, clairement, c'est la réalité. Il faut dire que là, à l'arrivée du mois de mai, Renan, ça y est, quoi. Ça va être la folie des fraises. Elle a déjà commencé un petit peu, avec des maturités qui sont pas toujours optimales. Mais le mois de mai, on peut dire que c'est vraiment le mois de la fraise? Clairement, c'est vraiment le mois de la fraise. On rentre en pleine production. Ouais. Toutes les variétés arrivent les unes après les autres. On a démarré souvent par la gariguette que l'on connaît bien. Ouais. Avec ce côté acidulé et ferme, quoi. Absolument. Vous êtes un connaisseur averti. Oh là. Et effectivement, on a des autres variétés qui arrivent maintenant, avec des fraises rondes, comme la Manon des fraises, la Folie qui vont arriver, qui sont toutes très, très, très parfumées. Ouais. Et donc ça y est, on y est, le mois de mai, c'est le mois de la fraise. Alors on va se dire, tiens voilà, Renan, ceux qui vous connaissent pas se disent, tiens, Ferniaud a appelé un fraisiculteur, pas du tout. Vous êtes à la tête d'une plateforme qui s'appelle Gustatif et Solidaire, et qui devient presque un label, parce que vous vendez souvent dans des corners, dans la grande distribution, mais c'est presque un label de qualité, parce que vous êtes assez pointilleux sur la qualité de vos fruits. Eh ben, oui, c'est vrai. On est vraiment penché sur on parlait de fraises, et nous, ce qui nous tient à cœur, c'est la fraise pleine terre. Bien sûr. De petits producteurs irréductibles qui continuent encore à le faire en France, ce qui est vraiment de plus en plus rare. Donc nous, on attache une importance particulière à ce premier point. Et le second, évidemment, c'est la récolte à maturité de ces fraises qui doivent être récoltées au bon moment. Oui. Et c'est un passage beaucoup plus important que celui qu'on rencontre sur d'autres modes de culture. Et pour nous, c'est très important de le mettre en valeur et de justement aussi rémunérer les producteurs qui s'évertuent. Oui, bien sûr. Mais Renan Évin, une fraise, vous dites cueillie à maturité, et évidemment, quand elle est cueillie à maturité, elle est beaucoup plus fragile, il faut qu'elle voyage vite. Une fraise qui est cueillie par ces petits fraisiculteurs, elle va se retrouver dans les rayons de la grande distribution, qui en prend soin, parce qu'elles sont un peu plus chères que les mauvaises fraises qui viennent d'ailleurs, de Huelva notamment. Ça va mettre combien de temps à se retrouver sur l'étalage ? Eh bien, elle va partir aujourd'hui et elle arrivera demain. Donc, c'est-à-dire qu'on est du jour A pour le jour B, le lundi pour le mardi. D'accord. Et très très tôt le lendemain, dans l'après-midi au plus tard, elle se retrouve sur les lieux de vente. Bon, il y a des marqueurs forts, Evisa Lalu, vous le savez bien dans la presse magazine, il y a des marqueurs forts de la saison. La fraise en fait carrément partie. C'est sûr. Non, parce que je dis souvent, il y a un peu des goûts universels. En matière de fruits, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui dise « Ah, une fraise, quelle horreur !» Vous voyez, c'est un goût qui n'est pas très clivant, ça met tout le monde d'accord. Vous avez raison, mais il y a souvent de mauvaises fraises quand même, enfin des fraises flotteuses, sans des navets, goût. quoi. Oui, c'est ça. Qui sont blanches. Il vaut mieux vraiment une bonne fraise, sinon je préfère pas de fraise du tout, quoi. Ça c'est très bien, donc il vaut mieux l'attendre que de la manger effectivement au mois de novembre, cette fraise ou décembre. Moi je me retiens, je les vois sur les étals là, mais je suis persuadée que c'est trop tôt là, donc bon, elles vont arriver là, effectivement. Là, d'ailleurs, chez Gustatif et Solidaire, ça doit vous démanger à l'arrivée de la saison de la fraise. Alors vous faites pas que de la fraise, bien sûr, mais en tout cas c'est un marqueur fort. Ça doit vous démanger de pas remonter dans le temps pour démarrer plus tôt, quitte à ce que ça soit pas tout à fait à maturité. Non, ça ne nous démange pas du tout, parce que ce serait décevoir. Et décevoir, c'est franchement pas... ça donne pas envie. Et ce qu'on veut, c'est que le consommateur, quand il tombe sur ces fraises, vive un moment d'exception. Et c'est ce qui nous tient le plus à cœur, valoriser le travail des producteurs et envoyer les consommateurs avec nous dans ce moment de passion quand on déguste un produit de qualité.
Ève-Marie, quand on réfléchit à cette saisonnalité, et qui est quand même une roue qui tourne, et on repasse chaque année par le même mois, par la même saison. Ce qu'on appelle les marronniers, en voilà, fait. c'est marronnier. Le fraisier est un marronnier. Ça doit être difficile là de résister à la pression du lectorat qui, en définitive, à la fois a envie de retrouver la même chose. Ah chouette, les fraises arrivent, et en même temps, vont se dire, ils se foutent de nous, ils nous mettent ça chaque année. C'est tout notre travail de se réinventer chaque année. Et c'est pas simple, mais on y arrive. La preuve. Sinon, on n'aurait pas remporté cette étoile. Je pense que l'idée, c'est de trouver des angles différents. Après, c'est le travail du journaliste fondamental. C'est qu'il y a toujours une manière de trouver de nouveaux angles. Et puis, il faut dire aussi que les tendances changent. Les tendances, il y a les produits, il y a des personnes nouvelles qui arrivent sur le marché. Donc, on a toujours de nouvelles choses à raconter, en fait. Et c'est ça qui est bien. Tant mieux, ça c'est chouette. Et puis parce que ça, vous êtes des passionnés. Exactement. D'ailleurs, j'ai envie de dire passionnés EES, parce que pourquoi est-ce qu'il y a une mainmise du talent féminin dans la presse culinaire et gastronomique? Autant il y a beaucoup trop d'hommes en cuisine, autant on a l'impression que la presse papier est tenue par les femmes en matière de cuisine et pas de tant que ça, produits. Vous oubliez Laurent Mariotte qui a lancé son magazine. Oui, non, bien sûr. Non mais je veux dire, quand on regarde autour de nous, dans tous ces grands magazines, beaucoup de femmes. Qu'est-ce qu'elles ont en plus? Qu'est-ce qu'elles ont en plus? C'est une bonne question. C'est vrai que, alors, d'une façon générale, il y a quand même beaucoup de femmes dans la presse dite art de vivre. Oui, c'est ça. Donc, à mon avis, qui s'occupent du bien-être sous toutes ses formes. C'est surtout ça. Plutôt que de performance et de compétition. Oui, mais je pense que ça peut être amené à changer aussi. D'ailleurs, à la création de Régal en 2004 par Julien Foin, c'est quand même deux hommes qui ont créé Régal. Qu'on salue. Voilà, Nicolas Rouvière. Julien Foin d'abord avec Nicolas. Devenu restaurateur. Exactement. Et donc c'était au départ un magazine qui était plutôt destiné, pour une fois, un peu plus aux hommes. Petit à petit, il a évolué. Ça a évolué depuis 2004, c'est ça, 19 ans. Depuis 2004, oui, 19 ans exactement. Et vous avez fait plus de la moitié de la vie de Régal. Ça fait 10 ans. Moi, j'ai fait 10 ans. Ah bah oui, donc vous avez dépassé la moitié de la vie de Régal. C'est vous qui avez tenu. Exactement. Oui, donc effectivement, l'évolution, elle est tout à fait naturelle, mais vous avez raison, peut-être qu'il y a quelque chose avec les femmes et le bien-être, de s'occuper un peu du bien-être des autres. Peut-être que ça tient aussi à ça. La gourmandise, le palais, je ne sais pas. En tout cas, il se passe quelque chose. Renan Evin, on n'est pas vexé, c'est pas grave. Non, pas du tout, bien au contraire. On est content que toutes ces grandes dames de la presse viennent goûter vos produits et sachent en parler si bien. Oui, traditionnellement, les femmes sont en cuisine à la maison. C'est un peu ça la tradition, mais heureusement, elle change complètement. Heureusement que on casse les codes on quand casse même. Les codes, et donc aujourd'hui, non, les femmes sont chefs et les hommes font la cuisine à la maison aussi, oui, bien sûr. J'en témoigne. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans une minute avec Ève-Marie Zizalalu et Renan Evin pour continuer à parler de la belle saison. Et c'est pas fini. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on continue ce matin avec Ève-Marie Zizalalu, la directrice de rédaction du magazine Régal, qui vient d'obtenir sa 5e étoile, les chefs en rêve, auprès de l'ACPM, c'est tous médias confondus, ceux qui sont récompensés pour leur conduite exemplaire ou pour leur succès, comme Régal justement. Et au téléphone, Renan Evin, qui est le patron de Gustatif et Solidaire. Vous avez certainement vu ce petit label blanc et vert dans votre magasin ou dans votre grand magasin, souvent sur des fraises. Et comme la saison arrive, là, c'est très important. Parce que vous aimeriez en fait que votre label, Renan Evin, votre marque, devienne quasi un label, c'est-à-dire un signe de reconnaissance du bon. Oui, nous on aime à dire que c'est un repère, que le consommateur puisse suivre au rythme de la saison. Et chemin faisant, fraises, cerises, abricots, pêches, nectarines, qui arrivent après par la suite, soient toutes connectées au moment réel où le produit est le meilleur, où il est à son apogée. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir ce suivi, ce repère. C'est pas important, c'est primordial, Renan. Parce que moi, je prends un contre-exemple qui va peut-être en énerver certains. Mais vous avez dit tout à l'heure A pour B, c'est-à-dire le lendemain de la cueillette, la fraise est dans le magasin. Tout est là. Oui. Je dis souvent, les fraises de Huelva en Espagne, elles sont pas mauvaises en soi, mais c'est juste qu'elles sont cueillies 8 jours avant
pas mûres, et ensuite elles vont pas mûrir dans le camion ou dans les chambres froides. Ah oui, ça y est, c'est à la commande. Vous voyez, ça tombe. Dès qu'ils vous entendent à la radio, ils en veulent, les fraises. C'est fou. C'est dingue. Hein, c'est un peu ça l'histoire quand même. C'est vraiment de cueillir à maturité. Eh ben oui, c'est tout l'enjeu. L'accueil à maturité, il n'y a pas de secret. On n'a rien inventé de mieux aujourd'hui. Sauf pour la banane, par exemple, qui a des mûrisseries, etc. Mais pour ces petites baies, là, pour ces fruits, qui, je le rappelle, n'est pas un fruit, la fraise, mais un sac de fruits. En quelque sorte. C'est un faux fruit. C'est un faux fruit. On peut juste dire que c'est un fruit qui est non climactérique et qui ne mûrit pas une fois qu'il est récolté. Voilà. Il a besoin, pour être à son apogée, d'être cueilli au bon moment, c'est-à-dire mûr et pas après. Et comme on peut pas tous venir, ça ne marche pas. Comme on peut pas tous venir le croquer dans le jardin, ce qu'on devrait, ou sur son balcon, parce que moi j'ai eu des fraisiers quand j'habitais en ville, vraiment ça tient bien. On vous fait confiance à vous. Alors, je vous ai appelé pour une autre raison. Ça, c'était gustatif et solidaire, mais vous êtes aussi en charge, ou je veux dire très proche, d'un mouvement qui moi me fait très plaisir dans ce. Alors ça, forcément, ça va pas forcément plaire à quelqu'un qui fait d'aussi belles photos dans son magazine comme Eve-Marie, mais au fond, c'est les gueules cassées. Ce qui tendrait à prouver que l'apparence n'a rien à voir avec le goût. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, ça veut dire qu'on a tellement forcé sur l'apparence des fruits et des légumes qu'on a laissé de côté des variétés peut-être plus fragiles, mais plus gustatives. Et là, c'est un retour vers c'est pas parce que c'est moche que c'est mauvais, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Comment ça se passe, en fait ? Pardon ? Comment ça se passe ? Expliquez-nous. Alors, comment ça se passe ? L'idée part tout simplement d'un producteur de fraises pour pas changer l'histoire dans laquelle on a commencé à évoquer les choses. On est sur une variété qui s'appelle Dar Select, qui a pour principal défaut de mal se polliniser, donc de faire des crêtes de coque, des fruits un petit peu originaux. Oui, parfois ça ressemble à des éventails. Et ben voilà, exactement. On est clairement dans le fruit qui est très poétique, mais non consensuel et ne correspond pas aux normes imposées par l'Union européenne qui s'est attardée sur des cahiers des charges de normalisation par catégorie de qualité. Oui, ou simplement les dessins animés comme Charlotte à la fraise depuis qu'on est gamin et qu'on voit des fraises qui ont une forme de fraise. Donc tout ce qui y échappe, on est quand même assez influencé par ça. Exactement. Et nous, on a voulu réintroduire ces fraises qui n'ont rien de moins que leurs homologues parfaitement constitués, si on doit parler ainsi, mais qui ont les mêmes propriétés gustatives que les autres et qui se retrouvaient souvent relégués au second rang, exactement. Ou passaient dans l'industrie pour faire des confitures ou des compotes. Exactement, ou transformés, tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire. Et cette solution nous paraissait primordiale qu'on puisse leur apporter quelque chose de justement vertueux qui permette à minima de rémunérer convenablement ces produits et de les faire connaître au plus grand nombre puisque ils n'ont rien à envier à leurs homologues normaux. Je sens que j'ai énervé Eve-Marie Ziza-Lalu en disant que les magazines faisaient des belles photos et que donc les gueules cassées c'était pas pour eux. Non, je sais bien que vous êtes... Non, mais je vais juste apporter une nuance. D'abord, je connais votre mouvement et je le trouve formidable et nous en avons parlé dans nos pages. Et je pense qu'il y a une nuance qui est intéressante, c'est que vous avez utilisé le terme moche parce que c'est un terme impactant, c'est drôle et donc et les gens effectivement ils s'en souviennent. Mais en fait il y a une différence entre en fait vous êtes hors norme surtout, c'est hors normalité, c'est ça et c'est pas vraiment moche, c'est différent. Donc la forme, elle peut être différente, mais c'est sûr que vous n'allez pas vendre des fruits talés ou abîmés, trop mûrs. Voilà, donc ça reste ce sont des fruits qui sont en bon état. Donc les gueules cassées, c'est un mouvement un peu woke, quoi. C'est-à-dire on accepte et on aime la différence. Exactement. C'est un peu ça aussi. C'est tout à fait ça. On est d'accord. Non, mais il faut le dire. Hein. Ça va très bien dans l'air du temps, ou simplement parce qu'on est plus gros, plus maigre, plus grand, parce qu'on a les cheveux rouges, etc. Ou parce qu'on est d'une ethnie différente, ou qu'on a un style de vie différent, des choix qui sont... on est accepté quand même pour ce qu'on est, quoi. Et les qualités objectives de ces fraises, qui ont des drôles de tronches, voilà, exactement. C'est pas pour ça qu'on va les choisir, c'est ça, Renan, hein? Mais absolument. Oui, et c'est souvent un mauvais réflexe. Et on sort des normes de l'organoleptique qui doit être absolument respecté dans l'industrie. Oui, de la perfection aussi. Voilà, ce fantasme de la perfection. Oui, absolument. On est bien d'accord. Alors, pour le coup, est-ce que c'est moins cher ? C'est légèrement moins cher, effectivement. C'est quand même ça, hein, le nerf de la guerre. C'est pour faire venir les gens. Dans cette période un peu compliquée que nous connaissons,
ça nous permet d'avoir accès à des fruits de qualité gustative, mais qui sont en règle générale par rapport à notre repère gustatif et solidaire, 20 à 30% moins chers que leurs amis gustatifs et solidaires. Je vais me faire chambrer par mes filles parce que j'ai dit du coup. Ah, ça c'est genre les expressions interdites aujourd'hui. J'aurais dû dire par conséquent, parce que moi je les reprends assez facilement, mais c'est pas grave, j'espère qu'elles écoutent pas ce matin. Toujours est-il qu'on a donc des fruits qui sont vendus et qui se vendent bien. Qui se vendent très très bien. Le consommateur adhère de plus en plus et les reconnaît grâce à la petite pomme un petit peu originale qu'on a fait apposer sur ce non, sur alors ce non, produit. alors là non, hein, pas originale, là, elle a une sale tronche, on dirait Quasimodo des pommes. Un peu, hein, c'est un peu l'idée. Vincent. Oui, elle est rigolote, j'avoue. Elle est rigolote. Voilà. Donc c'est vraiment un repère que maintenant le consommateur a intégré. Identifie et reconnaît. Ouais. Mais bien sûr, et il accompagne les producteurs dans ces conditions. Les producteurs se lèvent pas le matin pour produire des produits difformes, c'est vrai, mais en tout cas, ça leur permet de trouver une belle solution qui est vertueuse dans le temps et qui vient toujours à point nommé. Et puis ça évite de jeter aussi, hein, pas mal de la production ou d'avoir du surplus. Et surtout quand on parle des fraises, hein, qui sont tellement attendues, hein, on peut les aimer un peu différentes, nos fraises, du moment que une fois qu'on ferme les yeux, le goût est là. Absolument. C'est tout à fait ça. Ève-Marie, je pense que c'est un combat beaucoup plus large. On l'entend bien. C'est au fond le droit à la différence. On le voit bien dans les cuisines du monde qui sont mises à l'honneur de la même façon que la cuisine française. C'est au fond sortir de sa culture et retirer les œillères. C'est un travail que vous faites vous aussi. Oui, exactement. On travaille sur les cuisines du monde, évidemment. On essaye d'ouvrir en fait les yeux de nos lecteurs sur toutes ces différences un peu partout dans la cuisine. Parce que le bon est partout, quoi. Le bon est partout, exactement. Sauf que parfois on n'y est pas habitué et qu'on est tellement ancré sur sa culture parce que réminiscence, parce que l'enfance, parce que des goûts qui nous rappellent certainement des choses, mais il y a aussi la découverte, il y a aussi l'ailleurs. On est là pour faire évoluer justement la perception des gens, donc c'est ça notre mission aussi. Quand on les accompagne et petit à petit ils vont aller vers des choses auxquelles ils n'auraient absolument pas pensé au début, donc c'est bien, quoi. On est un défricheur en fait, défricheur de saveurs. Très bien, j'aime beaucoup ça, le défricheur, dénicheur. Renan Evin, combien de producteurs travaillent pour Gustatif et Solidaire ? Il y a plus d'une centaine de producteurs qui maintenant travaillent avec nous tout au long de l'année. Principalement où d'ailleurs ? Entendu, mais... Pardon ? Principalement où en France ? Alors, principalement sud-ouest, sud-est c'est les régions de production, bien sûr. Mais il y en a un peu partout en France parce que chacun et chacune ont des petites particularités qui nous font vibrer parce que soit ça va être la pratique culturelle, soit ça va être la réintégration d'une variété, soit c'est juste l'envie toujours de faire mieux qui nous passionne et ce terrain-là est celui qu'on affectionne le plus. Et vous vous chargez de regrouper, de distribuer. Est-ce que c'est un peu locavore ? Est-ce que sur les différentes régions de France, on sert principalement sa région ou est-ce que ça voyage à travers le pays avec des signatures carbone effarantes ? On essaie de prioritairement être locavore dans la mesure où évidemment nos producteurs sont situés un peu partout. Prioritairement, ils vont vers les clients les plus proches d'eux. Mais voilà, cela arrive que nous allions un petit peu plus loin et la priorité est locale. Je vous ai tendu la perche avec la facture carbone, signature carbone, parce que je savais bien que c'était pas le cas. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup Renan d'être venu passer un petit moment avec nous ce dimanche matin. Ça fait plaisir, et surtout, merci à Ève-Marie Zizalalu et encore bravo au magazine Régal pour cette nouvelle étoile accrochée à votre palmarès. Le prochain numéro arrive mercredi, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure. Oui. Et après, c'est reparti. Il est tout frais, tout beau, avec une couverture très très colorée qui attire l'œil. Et après, ça sera juillet pour les vacances avec toujours évidemment l'étape d'été, les barbecues un peu, la cuisine extérieure. Oui, on a prévu ça. En vacances, on cuisine pas pareil, hein, parce qu'on n'a pas sa cuisine à disposition souvent. Non, quand on est... et on a aussi un hors-série qui va être justement sur toutes ces cuisines des vacances. Formidable, voilà. Merci beaucoup. Restez avec nous si vous écoutez ce matin, car je vous le disais en début d'émission, l'UDSF, l'Union de la sommellerie française, a un nouveau président après notre Philippe Forbrac de l'émission Invino, qui l'a été plusieurs années. Il a remis son titre en jeu, comme on dit, enfin il a passé le témoin, et le nouveau président vous parle dans une minute. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, je vous le promettais, avant la pub, on va retrouver immédiatement un grand conseil en matière de vin. On va mettre le nez dans le verre, mais celui qui peut le mieux nous conseiller, c'est le nouveau patron des sommeliers de France. C'est Fabrice Sommier qui est avec nous au téléphone. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Vincent. Alors, Monsieur le Président, puisque avait lieu lundi dernier à Marseille le congrès, je ne sais pas comment on dit, la réunion de l'UDSF, l'Union de la sommellerie française. Oui, c'était l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale, pardon, oui. C'était l'Assemblée Générale avec effectivement le vote du nouveau président et du nouveau bureau. Alors, il faut le dire, vous succédez à quelqu'un de la maison, quand je parle de la maison ici, Sud Radio, puisque c'est Philippe Forbrac que vous retrouvez évidemment tous les week-ends dans Invino avec Alain Marty. Mais c'est surtout, vous le savez, le président sortant. Il est resté combien de temps d'ailleurs? Ce sont des mandats de combien? 5 ans? Alors, ce sont des mandats de 3 ans. 3 ans. Il a fait 2 mandats. Il a fait 2 mandats et un petit peu plus, puisque vous savez qu'on a, organisé et il a été la cheville ouvrière, voire plus que cela, du meilleur sommet du monde en France en 2023. Oui, et donc on avait prolongé de quelques mois son mandat. Pour aller au bout de ça. Pour aller au bout de ça, parce que c'était un projet important. Pharaonique. C'était assez extraordinaire. J'en ai été témoin, effectivement. Fabrice, du coup, on peut rendre hommage, on peut dire qu'il est sorti du ring en pleine gloire, Philippe Forbrac. Oh, mais Philippe Forbrac sortira jamais du ring. Il est présent et il sera présent. Mais d'ailleurs, ma première chose a été de lui demander de devenir le président d'honneur comme les anciens présidents du DSF. Bien sûr. Parce qu'on a besoin de son expertise et sa clairvoyance. Donc c'est quelqu'un qui est passionnant et qui a fait un travail extraordinaire ces 6 dernières années pour l'UDSF. Mais comme il a fait un travail extraordinaire pour la sommellerie depuis qu'il a mis le nez dans le premier verre. Donc, oui, j'imagine. Et c'est assez extraordinaire et c'est merveilleux de pouvoir partager aussi avec lui ces moments-là. Et c'est beaucoup de fierté pour moi de succéder à un homme de cette qualité. Alors Fabrice Sommier, l'UDSF, donc c'est l'Union de la sommellerie française qui regroupe un petit tiers, grosso modo, des sommeliers français, on va dire ce qui se fait de bien et presque parfois de mieux en région. Vous regroupez toutes ces régions chez les sommeliers. Alors d'abord, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas tout à fait au courant, le métier de sommelier, ça englobe quoi ? Alors, le métier de sommelier, c'est un métier extraordinaire. C'est d'abord un métier tout le monde pense que le sommelier ne s'occupe que du vin. Alors effectivement, le sommelier, la grosse partie de son travail, c'est le vin. Oui, surtout en France, surtout en France. Voilà. Les vins et spiritueux, mais c'est aussi tout ce qui va être autour de ce qu'on va retrouver sur une table de restaurant, c'est-à-dire l'eau, le café, le thé. Toutes les boissons alors. Tout ce qui est boisson, il faut avoir une connaissance un peu encyclopédique de tout ce qui est boisson et de tout aussi l'art de la table, les cigares, les verres, la cuisine également. C'est-à-dire, on ne fait pas la cuisine, mais il faut connaître la cuisine pour faire des accords mets et vins. C'est un métier, c'est une spécialité, mais avec beaucoup de généralisme, si je puis dire. Donc c'est assez extraordinaire. Ah bah oui. Alors et en fait ça englobe des talents extrêmement divers. D'ailleurs c'est une spécialisation du métier du service en salle au départ quand on fait des études. C'est cela. Et puis aussi, ça englobe aussi il faut pas les oublier, c'est-à-dire nos amis cavistes, par exemple. Bien sûr. Là, on a beaucoup de sommeliers qui vont ne pas forcément poursuivre dans la voie de la restauration, mais qui vont aller vers les caves, les cavistes, vers le conseil et choses comme ça. Et donc, on fait partie de la même famille, on est passionnés de la même façon. Alors, les sommeliers de France, ils ont évidemment leurs instances, leur concours à eux. Vous l'avez cité là récemment, et c'était pas arrivé depuis 34 ans, concours du meilleur sommelier du monde en France. Comment se porte le métier de sommelier avant d'en venir à votre parcours en particulier ? Je pense que le métier se porte bien. On a une carence, comme dans tous les métiers de service, de main-d'œuvre, entre guillemets, je sais pas, alors le mot est peut-être pas le plus juste, mais de main-d'œuvre, enfin, on a une demande de personnel dans beaucoup d'établissements et un manque effectivement de main-d'œuvre, alors que pourtant les écoles forment beaucoup de jeunes, et d'ailleurs beaucoup de jeunes femmes, il faut le savoir, on a un métier qui se féminise de plus en plus, on forme plus de jeunes femmes que de jeunes hommes, mais effectivement, l'attrait aussi d'aller visiter le monde, et quand on est sommelier, même si ce
on va surtout pas être nombriliste en étant français au niveau du vin, mais il y a une vraie demande de l'expertise française autour du vin et plein de jeunes ont envie d'aller se faire un peu des expériences à l'étranger. Mais est-ce qu'il faut considérer qu'il faut un certain niveau de restauration? Parce qu'en général, dans des restaurants simples, évidemment, le salaire d'un sommelier est une charge importante pour un petit restaurant et que parfois les restaurateurs et les chefs ne considèrent pas que le sommelier, ce qui devrait être considéré, c'est plutôt quelqu'un qui va développer le chiffre d'affaires des boissons. Ben ça, c'est exactement une problématique qu'il peut y avoir, mais je pense que ça change. On voit bien beaucoup de jeunes chefs qui sont dans la bistronomie, qui vont embaucher des maîtres d'hôtel sommeliers qui ont la capacité effectivement de faire un peu de service, mais aussi d'avoir une vraie connaissance, une expertise en vin, pour faire de la vente additionnelle, parce que c'est là-dessus aussi, c'est un peu le nerf de la guerre. On le sait très bien que le rayon boisson offre souvent les meilleures marges aux établissements. Bien sûr, et qu'évidemment il y a un métier qui s'attache uniquement à ça, parce qu'on n'est pas tous sommeliers dans l'âme, mais surtout pas dans la pratique. Et donc s'occuper d'une cave et de tout ce qui se boit, c'est une vraie activité à temps plein, et même super plein, j'imagine, dans le restaurant. C'est absolument cela. Et je pense qu'il y a une vraie volonté aussi de la part de ces jeunes chefs aussi d'avoir une connaissance sur le vin. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, il faut être honnête. Les chefs étaient passionnés par leur cuisine. Ils aimaient le vin, mais ils l'aimaient à le déguster sans forcément en avoir la connaissance. Et on voit de plus en plus de jeunes chefs qui sont assez passionnés par le vin et qui partagent. Ça a été excusez-moi, mais ça a été à l'origine la fameuse naissance des bistrots à vin, qui était effectivement cette alliance, ce que connaissaient les Alsaciens déjà sous le nom de Wichtub. En fait, il y a eu il y a 30 ans vraiment une effervescence des bistrots à vin où les restaurateurs s'occupaient à la fois du vin et de ce qu'il y avait dans la cuisine. Absolument, c'est tout à fait ça. Bon. Et puis surtout, c'est la complicité aussi. Je pense que quand on a un chef qui aime le vin et un sommelier qui aime la cuisine, ça fait une vraie complicité supplémentaire et un binôme de choc généralement. Exactement. Alors Fabrice Sommier, on va parler un petit peu de vous maintenant. Alors vous êtes installé en Bourgogne après avoir été l'homme fort côté sommellerie de la maison Georges Blanc. Vous avez ouvert votre wine school, une école en fait une école du vin, mais dédiée à la sommellerie ou pas seulement? Non, c'est vrai que c'est un peu complexe parce que les gens ont pensé qu'on ouvrait une école que pour les sommeliers, mais pas du tout. C'est une école pour un peu vulgariser le vin. D'abord pour les particuliers. C'est à Mâcon, je le dis parce que c'est une belle cité du vin du sud de la Bourgogne. Donc voilà. C'est à Mâcon, plein centre-ville, dans une belle maison bourgeoise. Et on a 3000 mètres carrés de terrain. Je sais que ça fait rêver. Oui, ça c'est sûr. Oui, il y a des promoteurs qui doivent se présenter tout le temps à votre porte, mettre des trucs dans la boîte aux lettres. Donc on a la chance effectivement d'être entre guillemets dans une ville mais proche des vignes aussi, et ça c'est très intéressant. Donc on fait de la formation effectivement pour les professionnels qui le souhaitent, ça c'est vrai, mais on a aussi c'est une maison de bien-être, on l'appelle la maison des ateliers, c'est une maison de bien-être et on a aussi un spa et un endroit où il y a des soins visage et massage, puisque c'était le métier de ma compagne Charlotte avant. Et puis au rez-de-chaussée on a une chef de cuisine, Salomé, qui va faire des cours de cuisine et des cours de pâtisserie. Et au dernier étage, oui, d'accord. Donc c'est presque une maison de réception du vin, quoi. Sous tous ces aspects. Au dernier étage, on va avoir des cours pour tous les érudits ou pour tous ceux qui ont envie. Le seul prérequis chez nous, c'est d'avoir envie d'apprendre quelque chose autour. Oui. Alors vous n'êtes pas bourguignon de naissance, vous êtes berrichon, vous êtes Castelroussin. Alors moi je suis un pur produit berrichon, je suis fier de mes racines. Et d'ailleurs après juste après notre discussion, je vais partager un verre de Reuilly blanc. Ah, magnifique. Pour l'apéritif, parce que pour fêter ça avec des copains qui viennent du Berry. Et c'est bien de rappeler qu'effectivement, il y a des vins en Berry, et notamment des grands blancs. Il faut parler de Sancerre, qui est vraiment la frange du Berry, face à la Bourgogne. Mais ça tombe bien, Mâcon aussi, c'est une grande patrie du blanc. Donc, toutes les régions de France sont magnifiques, et on a la chance d'avoir une diversité, justement, où on peut se faire plaisir. Mais il faut toujours un peu de chauvinisme, moi, en tant bien sûr.
complètement légèrement chauvin. Fabrice Sommier, encore quelques mots. Quand on se présente à la présidence de l'UDSF, j'imagine qu'on le fait comme pour toute élection avec un programme. C'est quoi votre programme? Qu'est-ce que vous voulez développer chez les sommeliers? Alors, l'idée d'abord, le programme, je l'ai, appuyé sur trois piliers forts. Le premier, c'est restructurer ou structurer un petit peu différemment notre association pour communiquer un petit peu plus et dans un dynamisme différent, aller chercher aussi plus dans les régions, un peu plus de monde. Et rapprocher les sommeliers du grand public, être plus connus, plus visibles? Alors, plus connu, plus visible, mais pas que du grand public, mais même des instances. Aussi, oui, bien sûr. Bien sûr. Ensuite, effectivement, c'est d'apporter plus de services aux membres qui sont déjà membres et à ceux qui vont arriver. Parce que l'UDSF n'appartient pas à son président ou même à son bureau, mais l'UDSF appartient à ses membres. Bien sûr. Il y a 1280 membres et c'est dans 23 régions françaises, dont 2 régions qui sont un petit peu plus loin, qui sont la Réunion et... un peu d'outre-mer, même s'il n'y a pas beaucoup de vin. Mais enfin, le rhum fait partie de vos attributions. Voilà. Et puis revaloriser aussi, valoriser vraiment avec une visualisation un petit peu plus excessive peut-être, mais le métier de sommelier. Et c'est effectivement aller chercher un petit peu plein de choses comme ça. Et puis on va aussi vouloir développer l'équipe de France de la sommellerie. Ah, ça c'est bien. Qui existe déjà. On avait créé sous la présidence de Michel Hermé ce qu'on appelait la Team France, qui s'est énormément développée grâce à Philippe aussi. Philippe Aubrac et David Biro, donc que tout le monde connaît, qui a été sûrement le meilleur d'entre nous dans les concours internationaux depuis ces 20 dernières années. C'est pas faux, mais enfin, il faut dire que vous avez un beau palmarès vous aussi, et puis vous êtes MOF, donc peut-être un rapprochement aussi avec les meilleurs ouvriers de France sommeliers. Alors il va y avoir bien sûr un rapprochement avec les meilleurs ouvriers de France sommeliers, naturellement, puisque et puis surtout aussi un rapprochement avec les meilleurs apprentis de France. Bien sûr. Si on veut miser sur la jeunesse, il va falloir beaucoup travailler avec ces jeunes et choses comme ça. Et j'imagine aussi, mais bon, l'émission touche à sa fin, une ouverture vers l'association internationale, parce qu'évidemment, il y a une instance internationale qui regroupe toutes les unions et les associations nationales pour les sommeliers. Qui organisait d'ailleurs ce meilleur sommelier du monde en votre compagnie. Écoutez, on a compris que Fabrice Sommier est le nouvel homme fort de la sommellerie, avec plein d'envie, plein d'idées. Vous avez un état de grâce, vous aussi, comme tout président qui arrive. Vous avez quelques mois pour faire passer des réformes. Je pense. Alors, un sommelier aussi, un président heureux, mais surtout un président bien accompagné. Je vous donnerai juste le nom de mon secrétaire général qui est Florent Martin. Oui. Notre trésorier qui est Xavier Tuisa. Notre Xavier Tuisa, meilleur sommelier de France, le dernier meilleur sommelier de France d'ailleurs. Donc tout ça, une belle garde rapprochée. Voilà, et puis notre secrétaire adjoint qui sera qui est Caroline Furstos et Frédéric de Beautour qui va être le trésorier adjoint. Super bureau. Il y a un super bureau, il y a une super équipe aussi dans toutes les régions et on va essayer effectivement de faire un très beau travail au service de tous les sommeliers et aussi de tous les vignerons. Et on vous souhaite du courage et beaucoup de bonheur. Merci Fabrice Sommier. Voilà mes amis, c'est terminé. Dimanche prochain, on se retrouve à 10h, le verre en main, si on suit les préceptes de nos sommeliers. Direction le journal de 11h dans quelques poignées de secondes et après, en toute vérité, avec l'ami Alexandre Devecchio. À dimanche prochain pour se régaler. Alors encore de fruits à gueule cassée, comme on voyait tout à l'heure, au resto, au marché, d'un verre de vin, si on a le droit quand même, le dimanche bien sûr, s'il y avait que ça, et même surtout de vous régaler sur Sud Radio. Allez, à dimanche. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.